Donc, le dernier webinaire, en sachant qu'on a annulé les deux premiers, le premier sur l'énergie, le deuxième sur l'agroalimentaire. Et là, il s'agit du secteur bâtiment et construction. Si vous n'êtes pas encore renommé euh, sur Zoom, c'est encore le moment de le faire. Donc, le programme de cette heure et demie, parce qu'on est ensemble jusqu'à 12h30 et on va essayer d'être ponctuel comme on sait faire. Donc, on va avoir l'honneur d'écouter Liabel pendant 20-25 minutes sur le secteur du bâtiment et en quoi il a de forts impacts sur la biodiversité et quels sont les leviers d'action. Donc, Isabelle a une grande expertise sur ce sujet. Il nous accompagne donc, tout au long de ce parcours et tu nous en diras un peu plus de d'où vient cette veille sectorielle et notamment de ton expérience Utopie. Et puis Emmanuel, merci, merci, merci d'être là. Le fameux Emmanuel Druon, directeur général de Pocheco, qui sera plus amplement introduit par Mélanie. Mais ce que je peux te dire, c'est sympa de se dire qu'il y a un directeur général, pilote aussi de la biodiversité. Ça envoie un magnifique message. Donc merci d'être là. Et on va avoir un temps qu'on qualifie d'appropriation, qui va se faire en sous-groupe. Vous vous souvenez peut-être, vous avez déjà pris connaissance d'un Excel qu'on vous a partagé dans les mails en amont, que je vous repartage dans le petit chat, que vous puissiez vous réimprégner là dès maintenant de quoi on parle. Et on va parler impact et action. Et vous allez vous re-questionner de bah, c'est quoi mes impacts majeurs? Ça sera déjà la grosse première question à se poser, avant évidemment de conclure sur les prochaines étapes et nos perspectives communes. Donc, Ediabel, je donne la main pour ces 25 minutes. Merci beaucoup, Alix. Rebonjour à tous et à tous. Donc, effectivement, moi, je travaille comme experte biodiversité pour un collectif qui s'appelle ILOCO. Donc, je travaille vraiment exclusivement sur les sujets d'intégration des enjeux du vivant dans les organisations, que ce soit les réserves naturelles ou des entreprises. Et précédemment, je travaillais en tant que responsable biodiversité pour le cabinet Utopie. Et au sein de ce cabinet, j'ai notamment mené une étude pour l'Office français de la biodiversité sur les impacts biodiversité d'un ensemble de secteurs clés en France, donc bâtiments, matériaux, agroalimentaire, énergie et chimie. Donc, c'était une étude d'utopie en partenariat avec un autre cabinet qui s'appelle Vertigolab. Et donc, l'ensemble de ces webinaires qu'on a pensé avec la CEC, c'est pour vous partager de façon assez rapide l'essentiel de ces études. Donc là, ici, sur le sujet bâtiment et construction. Peut-être de façon en guise d'introduction, le secteur bâtiment-construction, vous le savez sans doute, enfin, évidemment vous pouvez le déduire, c'est un secteur qui est très consommateur d'espace et c'est aussi un secteur qui est très gourmand en ressources, que ce soit des matières premières, de l'eau, de l'énergie. Et donc c'est un contributeur majeur à cet égard aux 5 facteurs d'érosion sur la biodiversité. Et donc un secteur à transformer dans les années qui viennent pour limiter son impact sur la biodiversité. Dans le même temps, c'est aussi un secteur qui a un énorme potentiel de contribution à la transition des territoires et des villes, puisque littéralement, il va conditionner le visage de l'aménagement des villes et des territoires. Et donc, il peut justement nous aider à repenser et à vivre différemment avec la biodiversité. Je vous ai mis aussi, comme les éditions précédentes, quelques chiffres clés sur justement la quantité de sable marin nécessaire pour la construction d'une maison de taille moyenne en béton. Donc ça, c'est vraiment pour le volet ressources, donc 200 tonnes de sable marin. 17 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont été consommés entre 2009 et 2021 en région PACA. Donc c'est l'équivalent de 2 fois la taille du parc de Calanque sur la partie terrestre. Donc c'est non négligeable en termes aussi de dynamique d'artificialisation qui sont à l'œuvre dans un passé récent. Et aussi le nombre d'arbres par habitant en moyenne dans les 50 plus grandes villes de France. On a parlé de la régénération tout à l'heure, aussi la proximité de la nature. À Marseille, ou en tout cas à Noailles, on n'est pas totalement proche des arbres, même si on est proche de la mer. Par ailleurs, le secteur du bâtiment et de la construction, c'est aussi un secteur qui, comme déjà présenté pour les autres secteurs économiques, dépend directement de la bonne santé des écosystèmes. En effet, c'est un secteur qui va dépendre, par exemple, de la disponibilité et de la qualité de l'eau, ce qui est une ressource qui est indissociable de l'extraction et de la fabrication des matériaux, par exemple le ciment. Aussi, le déroulé des chantiers, le fonctionnement des bâtiments. Un autre service écosystémique dont dépend
Le secteur, c'est la production et la disponibilité des matériaux de construction, le sable, le gravier, le bois, tous ces matériaux qui sont naturels et dont le secteur a besoin de façon assez cruciale pour ses activités. Et enfin, de façon assez classique, tout ce qui est régulation du climat et protection contre les événements extrêmes, notamment inondations et tempêtes, qui, donc, pour le coup, sont indispensables à la pérennité de tout type d'infrastructure. Euh, et donc, à cet égard, du fait de cette dépendance, le secteur il est vraiment exposé à pas mal de risques en lien à l'érosion de la biodiversité, que ce soit des perturbations opérationnelles, comme effectivement des inondations, la hausse des températures qui perturbent les rouleaux des chantiers, mais aussi des perturbations des chaînes d'approvisionnement et une hausse des prix des matières premières. Ça a été le cas, par exemple, avec le prix du bois lors des gros incendies au Canada, qui a pas mal augmenté sur les marchés. Il y a aussi des conflits d'usage, par exemple sur l'eau, dans les périodes de sécheresse. Donc, il y a vraiment des gros enjeux en termes de risques économiques et opérationnels pour les entreprises. Et dans le même temps, un petit peu comme l'agroalimentaire il y a quelques jours, c'est aussi une opportunité d'innovation pour les entreprises qui savent anticiper et qui savent s'adapter parce qu'elles peuvent se positionner sur des nouveaux marchés ou aussi parce que justement, en anticipant et en construisant différemment, elles vont se décorréler un peu plus des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Quand on pense aux impacts biodiversité du secteur du bâtiment et de la construction, évidemment, on pense vraiment aux impacts sur site. La question de la construction et l'extension de nouveaux projets, notamment sur des espaces qui ne sont pas artificialisés précédemment. On pense aussi à la question de l'exploitation et de la gestion des bâtiments. Donc, tout ce qui va être des consommations d'eau, des consommations d'énergie, la pollution lumineuse, ce type de choses. Et aussi tout ce qui va être justement de la conduite des chantiers, que ce soit vraiment en phase de construction, en phase de rénovation, en phase de maintenance. Là, je vous ai mis en gras les parties de l'activité qui ont, enfin, de la chaîne de valeur, qui ont des impacts plus importants sur la biodiversité en relatif par rapport aux autres. On pense un peu moins, et pourtant c'est un sujet majeur, à tous les impacts qui sont hors site, à savoir tous les impacts biodiversité qui sont associés à l'extraction des matières premières, à la transformation des matières premières et à la production des matériaux de construction. Et donc ça, c'est vraiment aussi des impacts, on va y revenir en détail, qui sont vraiment majeurs pour le secteur et qui sont souvent invisibles parce que c'est souvent sur les zones qui sont loin de là où on construit. Et donc à cet égard, il convient vraiment de les prendre en compte de façon importante dans une stratégie de biodiversité pour le secteur et pour le foncier. Si on zoome justement un petit peu plus sur le volet construction et exploitation, on en a parlé déjà, tout le volet effectivement développement de nouvelles constructions sur des espaces qui ne sont pas artificialisés. Donc c'est associé de façon très classique à de la destruction d'habitats, de fragmentation des habitats. Parfois ça va être moins de destruction, mais on va vraiment fragmenter les habitats entre eux, dans le cas des routes, et empêcher des continuités écologiques. Et il y a aussi tout le volet effectivement exploitation et gestion. J'en ai déjà cité avec eau, énergie, pollution lumineuse, aussi parfois pollution de l'eau. Euh, et cette fameuse partie sur la conduite des chantiers. Mais je voulais rentrer un peu plus en détail sur vraiment tout le volet amont et fin de vie. Donc, on a des impacts qui sont vraiment moins visibles, mais qui sont vraiment majeurs, puisqu'il y a vraiment des sites d'extraction en fait, des matières premières qui existent, que ce soit des roches, des granulats, de l'argile, même du sable, qui sont vraiment associés à la destruction et la fragmentation des habitats, à pas mal de pollution de l'eau, de l'air, des sols, à la consommation d'eau, à des émissions de gaz à effet de serre, et dans le sillage de l'extraction, il y a vraiment tout ce volet de transformation. Euh, Parce que souvent, depuis les matières premières, elles ne sont pas nécessairement utilisables en l'état. Certaines oui, et pour une grande partie non. Et donc, on fait du plâtre, du ciment, de l'acier, du verre. Il y a vraiment des actes de transformation industrielle qui ont aussi un impact majeur sur le vivant, puisqu'il y a pas mal de consommation d'énergie, d'eau, pas mal de pollution aussi en fonction des processus. Là encore, si vous voulez que je rentre un peu plus en détail dans une ou l'autre matière première, on pourra le faire lors des questions. Mais en tout cas, pour la vision globale, il y a vraiment cette étape d'extraction et de transformation qui ont un impact qui est majeur. Évidemment, ça va dépendre pas mal du type de matériaux et des modes d'extraction pour un même type de matériaux, cet impact. Mais peut-être de façon globale, ce qu'il faut retenir, c'est que les matériaux biosourcés qui sont issus de cultures qui ne sont pas intensives, les matériaux géosourcés et les matériaux peu transformés, donc qui, on va dire, minimise l'étape de transformation industrielle nécessaire, ils ont évidemment un moindre impact sur la biodiversité. Là aussi, on pourra y revenir plus en détail si vous le souhaitez. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour réduire son impact sur la biodiversité? Le premier volet, c'est justement de réduire l'impact de ces matières premières. Un premier volet pour cette réduction, c'est vraiment la question de savoir quelles matières premières on consomme et d'où elles viennent.
Et ça, c'est pas si évident au final. Il y a pas mal de promoteurs, de constructeurs, etc. Donc, connaître déjà en fait en termes de volume, de type de matériaux et de sourcing, quels sont vraiment ceux qu'on consomme. Et une fois qu'on connaît ce qu'on consomme et qu'on peut aussi prioriser du coup quels sont par exemple les matériaux les matériaux qui ont le plus d'impact, l'idée c'est vraiment de réduire la consommation de matériaux neufs. Comment est-ce qu'on fait? On peut développer l'économie circulaire pour utiliser du coup davantage de matériaux qui sont recyclés ou recyclables, assurer qu'on va penser des bâtiments qui vont être facilement déconstruits pour pouvoir récupérer les matières premières et les matériaux qui en font partie. On va aussi penser les bâtiments pour durer le plus longtemps possible avec des processus d'allongement au maximum de la durée de vie des bâtiments. Et quand on ne peut pas, et qu'on ne peut pas acheter des matériaux recyclés ou avoir recours à l'économie circulaire, parce qu'effectivement, toutes les filières dans le secteur, elles ne sont pas encore bien opérationnelles et à même de répondre aussi parfois à la demande. L'idée, c'est aussi de privilégier des matériaux qui ont le plus faible impact sur le climat et la biodiversité et de travailler avec ses fournisseurs pour renforcer les pratiques durables sur un ensemble de matériaux qui sont particulièrement néfastes sur la biodiversité. Donc là, je vous ai cité le béton et l'acier, par exemple, qui sont des matériaux à fort enjeu. Et donc, ça implique vraiment de connaître ses fournisseurs et de voir dans quelle mesure il peut y avoir une mise en place soit de chartes, soit de co-construction justement de chartes de bonnes pratiques ou d'évolution des pratiques d'extraction ou de transformation. En sachant que la petite limite, c'est que du coup, sur les questions des matériaux, il n'y a pas beaucoup de labels qui existent, à part pour le bois, de labels ou de cas de bonnes pratiques faciles sur lesquels on peut se reposer aujourd'hui. Sur le volet vraiment sur site, donc sur la construction, il y a évidemment stopper la dégradation des espaces naturels. Donc là, c'est assez simple. C'est donc ne pas construire sur des espaces qui ne sont pas artificialisés ou en tout cas qui ont des forts enjeux pour la biodiversité. Donc ce fameux zéro artificialisation nette que vous connaissez, j'imagine, déjà. Et aussi la question de la contribution des projets, contribution positive des projets vis-à-vis de la biodiversité. Là, c'est plutôt de se dire si on construit par exemple, de façon quasi exclusive en milieu urbain, comment est-ce qu'on va essayer de désartificialiser une partie du site qu'on a eu en l'état 100% artificialisé. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'enjeu, on va dire, d'artificialisation que vous ne pouvez pas avoir une contribution en termes de désartificialisation. On parle d'artificialisation, on va en reparler aussi sur le volet exploitation. C'est pas parce qu'on met de la pelouse qu'évidemment c'est quelque chose qui est bien pour la biodiversité. C'est toujours bien par contre d'avoir un sol qui est désartificialisé parce que du coup ça implique que le sol il va absorber l'eau, etc. Mais toute la question de la gestion écologique des espaces verts, elle va se poser aussi, et de la conception du coup de ces espaces-là, elle va aussi se poser dans quelques minutes. Sur vraiment le volet aussi construction-conception, il y a donc les projets qui sont économes en ressources, que ce soit de l'eau, de l'énergie, et qui justement sont pensés pour être déconstruits. Et enfin, tout le volet de la réduction des nuisances des chantiers sur les écosystèmes locaux. Ça, c'est valable pour vraiment le volet construction pure, c'est aussi valable pour le volet rénovation, de penser aussi comment est-ce qu'on va pouvoir avoir des actions de rénovation qui sont le plus respectueuses possible de la biodiversité, notamment par exemple quand il y a des projets d'isolation par l'extérieur. Ça pose pas mal d'enjeux vis-à-vis de la biodiversité qui peut être présente sur les façades, et donc d'adapter aussi la conduite des chantiers, voire la conception des chantiers à ces enjeux-là. Et enfin, sur le volet plutôt gestion du bâti, une fois qu'on a conçu un immeuble ou un projet immobilier qui va être bien 10 ans, comment est-ce qu'on fait pour le garder le plus longtemps possible en l'état et aussi en assurer la contribution vis-à-vis de la biodiversité sur le temps long. Donc, il y a tout ce volet, comment est-ce qu'on réduit les consommations d'eau et d'énergie en phase d'exploitation. Parfois, ça a été conçu pour être très sobre, mais il n'y a pas d'accompagnement en termes d'usage, donc ce n'est pas nécessairement sobre en termes d'usage effectif. Cette fameuse question des espaces verts. Comment est-ce qu'on conçoit des espaces verts pour qu'il y ait vraiment une vraie diversité d'espèces, de paysages, d'habitats pour les espèces, pour qu'elles puissent s'y implanter. Et une fois qu'on les a conçues comme telles, il faut vraiment s'assurer que justement elles sont gérées sur le temps long. On parle de gestion écologique pour un ensemble de pratiques qui vont être effectivement le maintien de ce type d'habitat, mais aussi par exemple la fréquence et la saisonnalité des fauches, ce type de pratiques, ou par exemple le fait d'appliquer ou non un ensemble de pesticides ou de produits désherbants et autres qui peuvent être aussi très néfastes pour la biodiversité. Là-dessus, il y a vraiment beaucoup de ressources qui existent, on va en reparler.
La question aussi de qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas justement d'espace vert, entre guillemets, ou d'espace pour avoir des jardins. Quelles solutions de soutien à la nature on peut développer sur les immeubles diffus? Est-ce que c'est des revêtements perméables? Est-ce dans quelle mesure on peut quand même faire un peu de végétalisation? Et enfin, d'engager les habitants dans la protection de la biodiversité en ville. Donc concrètement, c'est aussi une question un peu de changement d'imaginaire sur à quoi ressemble un jardin en pied d'immeuble ou à quoi ressemble un jardin justement même à la campagne. Et donc d'engager aussi les occupants dans la protection et la sensibilisation vis-à-vis de ces espaces-là pour que parfois ça ait l'air pas propre, mais que ça soit quand même apprécié. Et enfin, pour finir, il y a un ensemble de leviers d'action qui sont transversaux pour l'ensemble du secteur, qui recouvrent aussi parfois des leviers d'action qu'on a déjà évoqués pour d'autres secteurs. Il y a la question de la culture de la biodiversité. La biodiversité, c'est pas seulement un sujet d'écologue, c'est aussi un sujet pour un ensemble de métiers. Donc, dans le monde du bâtiment et de la construction, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les directions, les acheteurs, notamment pour la question des matériaux, le développement pour la question de l'artificialisation, tous les métiers de proximité qui vont être en lien justement avec les locataires éventuellement, avec aussi des acteurs territoriaux. Et enfin, effectivement, la question de sensibiliser les locataires. La biodiversité, c'est pas seulement, on va dire, les espaces verts, c'est pas seulement une question de protéger le vivant, c'est aussi un facteur de qualité de vie. On se sent mieux quand justement il y a des espaces verts à proximité et aussi de pouvoir valoriser ça de façon sous cet angle-là et pas seulement sous un angle biodiversité. Et enfin, il y a un ensemble d'évolutions systémiques pour lesquelles parfois les entreprises sont trop petites pour agir à leur échelle. Mais par contre, en tant que collectif d'entreprises, c'est aussi plus facile de faire bouger les choses. Par exemple, la transformation des filières clés. On parlait des matériaux. Parfois, en tant qu'acheteur, on est, on va dire, trop dans l'épaisseur du trait. On n'a pas un poids suffisant pour faire évoluer ses fournisseurs. Il y a des collectifs d'entreprises dans le même secteur qui se mettent ensemble pour faire évoluer les filières, pour travailler avec les fournisseurs, pour faire évoluer les filières. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, notamment pour le volet des matériaux. La question de soutenir les politiques et réglementations, qu'elles soient locales sur votre territoire ou globales au niveau national, qui favorisent la biodiversité. Sur justement l'artificialisation, on sait qu'il y a beaucoup de débats, typiquement par exemple dans les régions sur l'artificialisation et le respect de l'objectif de biodiversité. C'est vraiment soutenir et contribuer à l'évolution de ces réglementations dans le bon sens. Et enfin, contribuer à la protection de la biodiversité sur le territoire d'implantation ou d'approvisionnement. Ça, j'ai déjà dit dans les webinaires précédents. L'enjeu, c'est plus quand vraiment on souhaite contribuer à des projets de biodiversité en dehors de sa chaîne de valeur. Où est-ce qu'on le fait? Eh ben, on essaie de le faire sur des territoires où on a déjà un impact ou à proximité d'écosystèmes qu'on impacte déjà. Et ça, c'est aussi un peu, on va dire, une bonne pratique en termes plutôt d'impact vraiment résiduel et éventuellement de mécénat environnemental. Voilà. Voilà en une façon assez rapide ce que je pouvais vous dire sur l'impact du secteur bâtiment construction sur la biodiversité. Est-ce qu'il y a des questions ou des souhaits de creuser certaines dimensions particulières? Merci beaucoup, Elisabeth. Alors forcément qu'il y a des souhaits, je le sens. Juste, on va mettre une limite de timing. On va prendre deux, trois questions max, en sachant que s'il y en a d'autres, évidemment, on garde les traces de celles-ci et si on n'a pas le temps d'y répondre, vous les mettrez dans le chat. Donc, on a un petit système de main levée sur Zoom. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser la première question. Tout était extrêmement limpide, mais quand même. Mhm. Incroyable. Pas de questions. Moi, je vais en Ah, c'est avoir bien. une, sans me prendre le temps de lever la main, mais avant que tu passes à autre chose. Est-ce qu'on a quantifié ce que ça, enfin, si c'est plus cher ou pas de construire de manière durable et responsable? Parce que, enfin, je trouve hyper intéressant ce qui a été présenté, mais il n'y a pas l'aspect financier là-dedans. Est-ce que ça te Alors, va, Elisabeth, on prend les questions et puis tu y Oui, réponds? moi bien je sûr. peux y répondre, Ah, en partie, Bénédicte. On a déconstruit un hôtel pour le reconstruire. La déconstruction en chantier vert pour sur site, trier, concasser, maintenir sur site pour la construction suivante. Ça a eu des coûts immédiats tout simplement de stockage,
de concassage, de maintien sur site. Et ensuite, sur le nouvel hôtel, on a essayé d'être le plus vertueux possible avec, par exemple, des panneaux solaires toiture, des ombrières, de l'isolation renforcée, de la géothermie, etc. Et ça a eu un coût énorme sur la construction. On peut compter à peu près 30% de plus sur la construction globale du resort. Ok, merci Catherine. Est-ce que Elisabeth, tu Oui, peut-être en complémentes? complément, en fait, effectivement, je pense que la question de qu'est-ce que ça veut dire de construire durable et responsable, c'est une grande question à savoir. C'est aussi où est-ce que vous mettez vos curseurs. Est-ce que vous voulez vraiment un bâtiment typiquement extrêmement exemplaire sur tous les niveaux? Est-ce que la question, enfin, et du coup, pour moi, c'est un petit peu la question du coup, elle est aussi liée à la question de l'ambition, mais elle est aussi, c'est ce que je suis en train de vous présenter, c'est aussi une question de un petit peu prendre les bons réflexes, de penser dans d'autres façons de construire, d'autres façons de penser la diversification, d'avoir des nouveaux indicateurs de suivi aussi sur justement l'espace artificialisé. Et ensuite, pour pouvoir faire ces arbitrages qui peuvent être des arbitrages financiers qui ont du sens, mais déjà un petit peu de penser un projet immobilier de façon un petit peu différente. Et après, de pouvoir du coup faire des arbitrages sur le choix des matériaux, sur la déconstruction ou non, sur la labellisation du bâti, sur la gestion des espaces verts. Donc, c'est peut-être un premier élément de réponse qui est un peu à côté de votre question, mais qui, je pense, peut un petit peu compléter. Et après, la question du coût, elle se pose aussi est-ce qu'on pense à la construction ou est-ce qu'on pense à la construction et aussi à toute l'exploitation, donc la durée de vie du bâtiment, puisqu'effectivement, les coûts sont pas les mêmes. Donc, vous allez intégrer des coûts d'exploitation, mais potentiellement, vous allez aussi avoir typiquement une réduction en termes de vos factures en eau, vos factures en énergie. Vous allez aussi avoir un retour sur investissement qui va être un peu plus immatériel sur, par exemple, le bien-être de vos collaborateurs. Et donc, c'est aussi la question de comment est-ce on cadre ce questionnement sur le retour sur investissement et sur le coût et à quelle échéance on pense aussi. Donc, j'ai pas d'éléments précis à vous apporter, mais c'est peut-être juste des éléments de plus pour nourrir la réflexion. Moi, je ne sais pas lever la main sur le système, je le fais comme ça, c'est Emmanuel qui parle. Chez Pocheco, on a dépensé 10 millions d'euros pour rénover disons, en une quinzaine d'années, un site de 8000 mètres carrés construit sur 3 hectares. On a dépensé 10 millions d'euros et ça nous a permis à la fin d'en économiser 15. Donc en réalité, on est bénéficiaire de 5 millions d'euros par les procédures de rénovation qu'on a mises en application. Ça fait une entrée en la matière et une Voilà. transition toute trouvée, Emmanuel, merci. Est-ce que, comme ça, on peut se donner le temps de t'écouter aussi plus en profondeur avec ce témoignage de Pocheco? Je précise du coup que tu étais intervenu en plénière là dans le parcours. On était en visio avec toi en direct aussi. Mais donc, à part Benoît, sinon les autres vous situez bien Pocheco. Et comme l'a soulevé Alix tout à l'heure, Pocheco est donc engagé sur ce sujet de biodiversité et Emmanuel pilote avec évidemment une équipe, des consultants, des experts, ainsi de suite, il l'a bien souligné, mais pilote quand même la biodiversité, le cycle de l'eau et le bâtiment pour Pocheco. Et donc je vous passe la parole et on est vraiment ravis de vous écouter. On va faire ça enfin, sans slide, juste on a un plan au début. Sans slide, avec un beau récit en perspective, on pourra enlever le partage une fois qu'on a balayé le support. Merci encore. Merci, d'abord merci à vous de me recevoir et de me donner l'occasion de cet échange. Et merci à Eliabel pour à la fois la présentation qu'elle a fait, mais surtout les projets qu'elle a portés toutes ces dernières années, parce que c'est ce qu'on a besoin de ressentir. Et merci à vous, Mélanie, et à la CEC en général, de donner un peu de publicité à ces techniques qui permettent en fait de se projeter dans un monde du travail qui serait mieux en correspondance avec la réalité du monde vivant, et en particulier les rapports du GIEC, de l'IPBES et de l'UICN, qui, chez Pocheco, sont devenus depuis une trentaine d'années des feuilles de route pour notre industrie.
Alors, en deux mots, Pocheco, c'est une entreprise qui a été créée en 1928 dans le nord de la France et dont le métier principal aujourd'hui encore, et malgré la survenue du numérique tout puissant depuis 30 ans, fabrique des enveloppes en papier pour les banques, les compagnies d'assurance, les mutuelles d'assurance ou les services publics, de façon à adresser de manière sécuritaire des factures, des relevés de compte ou des relevés de situation. On fabrique plus ou moins 1 milliard d'enveloppes par an. Alors, je montre à l'écran, je ne sais pas si vous voyez ce que je présente. Je vous présente une enveloppe. Rien n'est plus bête et plus simple qu'une enveloppe, mais à l'époque actuelle, il faut montrer une enveloppe parce qu'en fait, beaucoup de gens ne savent plus ce que c'est et ne savent plus non plus remplir une adresse sur une enveloppe. Donc, nous sommes le dernier fabricant français indépendant d'enveloppes et un des derniers européens, avec donc une problématique d'effondrement qui nous a saisis dès ma prise de fonction comme président de cette entreprise il y a 30 ans, et puis j'en suis devenu le propriétaire en rachetant l'entreprise il y a maintenant un peu plus de 20 ans. En fait, Pocheco active le savoir-faire de 75 personnes et ses collègues et moi, on a été amenés, du fait de la survenue du numérique il y a 30 ans, à se poser toutes les questions sur la gestion de notre entreprise. Donc, la raison pour laquelle vous me faites intervenir aujourd'hui pour tourner autour de la question des bâtiments industriels, c'est parce que ça nous amène à considérer d'abord, et c'est ce que nous avons fait il y a 30 ans, dans quel bassin géologique se trouve notre entreprise. En fait, nous sommes dans un village à la frontière d'un parc naturel qui fait une centaine d'hectares. L'usine elle-même est placée sur un site qui fait 3 hectares et les constructions couvrent 8000 mètres carrés. Ce bassin géologique ou ce bassin hydrogéologique, dans le cas qui nous concerne, en effet, nous sommes à la fin du bassin parisien, ici à une dizaine de kilomètres de Lille, à 2 kilomètres de la frontière belge, et dans la boucle d'une rivière locale qui fait une vingtaine de kilomètres de long avant de se jeter dans une rivière un peu plus importante. Donc la Marque, une boucle de terrain qui est un terrain argileux, sablonneux, très favorable au maraîchage et très souvent très humide, c'est-à-dire très marécageux. Et puis nous sommes bordés par des lacs qui sont des retenues d'eau à l'origine pas naturelles, mais qui ont été progressivement rendus au système naturel à moins de 250 mètres d'ici, deux lacs qui font chacun une vingtaine d'hectares de surface. Donc ça, c'est le contexte dans lequel on se trouve. Nous sommes avec des vents principaux qui viennent de l'ouest. Nous sommes à 100 km de la Manche et nous recevons donc toutes les perturbations atlantiques à peine affaiblies par ces terres relativement plates. Pour situer l'entreprise, le site lui-même de production a été construit en 1848 sur une terre agricole. Donc, les premiers usages de notre site industriel étaient des usages pour la fabrication de sacs en toile de jute pour l'agriculture. Et donc, en 1848, au moment de la révolution industrielle, c'était assez classique dans le Nord et on en a beaucoup, beaucoup d'exemples qui ont survécu aux 150 dernières années. Vous avez un site industriel en briques avec donc principalement des matériaux naturels à peine transformés, des charpentes en fer de type Eiffel, et vous avez un village qui s'est construit tout autour de l'usine, avec les plus petites maisons pour les ouvriers, puis des maisons intermédiaires pour les agents de maîtrise, et sachant que le propriétaire de l'entreprise habite dans le village lui aussi, mais il a une maison de maître et sa famille est dotée d'une maison de maître. Bref, il y avait tout un système civil qui s'était installé autour du travail et on allait à pied à l'usine. Bon, cette activité a cessé dans les années 70 et c'est à ce moment-là que Pocheco, qui avait été fondé à Roubaix
en 1928, a choisi de déménager en 1976 pour s'installer sur ce qui était devenu cette friche industrielle. Quand j'ai pris mes responsabilités en 97, le site était sur les 3 hectares à 95% complètement imperméable. En effet, il y avait des zones de circulation de façon à faire entrer les camions et pour pouvoir produire des échanges réguliers. On avait considéré de faire disparaître le vivant, donc toute trace de pelouse, de gazon, de quoi que cela soit de vivant, et on avait couvert tout ça, à part les 8000 mètres carrés de l'usine elle-même, tout était pratiquement recouvert de bitume. Et aujourd'hui, le site est perméable à 85% en intégrant les toitures de l'usine. Donc, en fait, je disais en réponse à la demande de témoignage à la suite de l'intervention d'Eliabel tout à l'heure que nous avons investi 10 millions d'euros et que nous en avons économisé 15 grâce à nos investissements de rénovation du site industriel. Je veux donc attirer votre attention sur le fait qu'on n'est pas obligé de construire du neuf, même si quelquefois on le fait de façon extrêmement vertueuse, comme Catherine Solaire le disait tout à l'heure. Nous sommes aussi en capacité, il y a beaucoup de friches industrielles en France, il y a énormément de capacités de rénover et il y a beaucoup de ressources à trouver dans la notion de rénovation. Ça a été notre choix, en tout cas, à nous. Et comme notre toiture était particulièrement abîmée, il a fallu la rénover, mais on ne pouvait pas faire un investissement non productif. En effet, l'entreprise est indépendante financièrement parce qu'on ne distribue pas de dividendes chez Pocheco et on réinvestit ce qu'on gagne dans l'entreprise même. Donc, on s'était interdit d'investir dans le bâtiment parce que c'est inerte et que ça ne produit rien. Il valait mieux investir dans l'amélioration des systèmes de production, ce que nous avons beaucoup fait aussi. Puis à un moment donné, la question devenait prégnante parce que la toiture fuyait. Bon, c'était Zola, quoi. Donc, il a vraiment fallu investir dans la rénovation de la toiture. Et on s'est dit, OK, mais ça ne peut pas être dans un investissement inerte. Donc, on s'est dit, il faut que la toiture devienne elle-même productive. Et pour qu'elle le devienne, on a trouvé en fait un triptyque de solutions qui ont permis d'avancer. D'abord, rendre cette toiture végétale pour commencer, en choisissant avec le laboratoire de botanique de Bailleul, qui est un laboratoire de botanique, il y en a dans toutes les régions de France, donc local, qui nous a aidé à sélectionner des sédums locaux, donc ces petites plantes semi-rustiques très résistantes, et notamment très résistantes à la sécheresse, et qui poussent à l'état naturel dans les infractuosités des roches à peu près partout sur les territoires. Alors donc, on a sélectionné ces sédums et on a décidé de couvrir la toiture de sédums. Ça nous a amené à faire des calculs de charge sur la charpente Eiffel pour s'assurer que cette toiture, qui allait remplacer une ancienne toiture en tuiles flamandes, comme ça se fait dans les usines du Nord, eh bien, ne pèse pas plus lourd et que si elle pesait plus lourd, en effet, la charpente puisse supporter le poids de cette rénovation. L'avantage des sédums, après une couche d'étanchéité bien faite, c'est que la toiture devient quasiment éternelle. Elle a une durée de vie d'au moins 150 ans sans qu'on y touche. En fait, la toiture vivante accueille le vivant et vit du vivant, j'oserais dire. En effet, ce qui use les toitures inertes, la grêle, la pluie, le froid, le chaud, les échanges de température, la neige, bref, tout ce qui vient user des toitures inertes, en fait, est formidablement nécessaire à ce que la toiture végétale puisse continuer de vivre. Et j'ai connu la première année d'installation de cette toiture végétale, 3 mois de sécheresse ici même pendant l'été, et j'ai vu les sédums se rétracter et puis aux premières pluies tout d'un coup renaître à eux-mêmes. Et les oiseaux, le vent ont contribué ensuite à faire que cette toiture est toujours vivante. Alors la plus grande surface a donc été consacrée de cette façon-là. Et puis nous avons choisi aussi à l'époque d'équiper la toiture de panneaux photovoltaïques d'une puissance qui permet aujourd'hui de couvrir 45% des consommations d'énergie de l'usine.
Donc, en fait, ces panneaux photovoltaïques fabriqués au Japon, mais assemblés en Europe et parfaitement recyclables, ont en fait une capacité de production pendant 30 ans. C'est de là que nous tirons la plupart de nos ressources. Quand j'ai dit tout à l'heure que la totalité des travaux auxquels nous avons procédé avait coûté 10 millions d'euros, mais que l'ensemble nous en rapportait 15, il y a en grande partie le fait que les toitures photovoltaïques nous permettent de revendre l'énergie depuis 2008 au principal acteur français. Et nous avons complété notre capacité de production avec une coopérative qui achète de l'énergie renouvelable, principalement solaire et éolienne. Avec ça, on fait tourner l'usine, on économise aussi les coûts, on réduit les coûts de production. Il y a un coût d'investissement incontestable. Cette toiture toute complète a coûté 2 millions d'euros. La même toiture, mais strictement inerte, aurait coûté 800 000 euros selon les estimations que nous avions produites à l'époque. Sauf que pendant 30 ans, la toiture rapporte 120 000 euros par an. Je vous laisse faire les calculs et vous constaterez à quel point, parce que nous avons pu procéder au long terme, puisqu'on réinvestit l'argent produit par le travail dans l'entreprise, nous avions du temps pour investir et donc notre retour sur investissement se fait sur 30 ans et il est formidablement bénéfique. Et il l'a été d'autant plus qu'en 2008, on ne devinait pas qu'à partir de 2022, la facture d'énergie pour la production d'enveloppes chez Pocheco quintuplerait de prix. Et donc, on était très content de pouvoir produire l'équivalent de 45% de notre besoin en énergie par nous-mêmes. Et puis, il y a un troisième élément qu'on a mis sur la toiture qui sont des systèmes de rafraîchissement d'air adiabatique qui sont en fait des sortes, ça ressemblerait à des alvéoles d'une ruche d'abeilles, mais en cellulose, à l'intérieur desquels on fait passer de l'eau de pluie récupérée sur la dite toiture. Et cette eau de pluie, en fait, va humecter les systèmes de cellulose et on fait passer l'air chaud de l'atelier qui est monté, qu'on a capté par un ventilateur et un système de redirection. On passe dans les alvéoles et on casse les calories en les transformant en frigories. On perd 4 à 5 degrés, ce qui permet de créer les conditions d'un confort au travail à l'intérieur de l'atelier. Donc, c'est un exemple, hein, c'est l'exemple de la toiture, mais il se trouve qu'à force de procéder de cette façon-là, et parce que Pocheco s'était engagé il y a 30 ans dans l'idée d'entreprendre sans détruire pour renouer avec le vivant et produire sans laisser de toxicité, on a tout changé en fait dans notre usine. C'est ce qui fait que Pocheco est devenu aujourd'hui une usine qu'on visite beaucoup, qui est un peu un démonstrateur de ce que nous avons appelé l'économie, c'est-à-dire qu'en fait, il est plus économique de travailler de façon écologique. L'idée de base de toute cette démarche-là, qui a donc concerné les bâtiments, mais qui a d'abord concerné les matières premières, parce qu'on se sentait, nous, extrêmement responsables à partir des matières premières. À partir du moment où vous utilisez du papier, il faut s'assurer que vous ne massacrez pas la forêt au nom de la fabrication des enveloppes. Donc, on a été chercher un fabricant qu'on a trouvé et qui a la particularité de cultiver la forêt et de couper des arbres dans le respect de la biodiversité des espèces à chaque fois qu'ils replantent, mais surtout par coupe d'éclaircie et non pas par coupe à blanc. Et il ne coupe pas d'arbres pour fabriquer du papier, il coupe des arbres pour faire de la menuiserie ou de la charpenterie. Et ce sont les déchets de découpe qui vont servir à fabriquer du papier pour nous. Donc en fait, on a à l'origine réussi à réorienter nos approvisionnements vers une ressource naturelle renouvelable à l'échelle du temps humain et qui contribue en fait, en 30 ans, on a contribué à la replantation de 3 millions d'arbres et donc à la bonne santé d'une forêt qui s'étend régulièrement en surface et non pas l'inverse. Donc entreprendre sans détruire, vous voyez, à l'inverse de la théorie schumpeterienne, que je vous prie de m'excuser de caricature de cette manière, mais on n'est plus dans la destruction créatrice parce qu'on a lu les rapports du GIEC, de l'IPBES et de l'UICN et qu'on ne peut pas faire de l'industrie hors sol au XXIe siècle sans aller contre l'ensemble des informations qu'on reçoit. Donc pour terminer cette présentation et peut-être vous laisser le temps de me poser quelques questions si vous le souhaitez, et en espérant n'avoir pas dépassé mon temps de parole, Mélanie, je ne sais pas exactement, je n'ai pas regardé, je veux vous dire que, en fait, nous avons intégré, nous, depuis 30 ans, ce qui fait que Pocheco est devenu un démonstrateur, c'est que je crois que nous avons intégré, par principe, que nous ne faisons pas de l'industrie hors sol. Comme l'entreprise, si vous voulez, le raisonnement intellectuel est que
comme l'entreprise a été largement menacée par les nouvelles technologies et qu'on a eu peur de perdre notre travail, il a fallu se réinventer complètement. On s'est donc tout autorisé. Et on s'est notamment autorisé à ne plus considérer l'entreprise comme hors sol par rapport au vivant, mais bien au sein du vivant. Si je veux le dire plus simplement en vous donnant une clé de raisonnement qui a été la nôtre et qui est toujours la nôtre aujourd'hui, et qui est aussi celle avec laquelle on accompagne plus ou moins 500 entreprises aujourd'hui avec notre bureau d'études pour les accompagner dans la démarche de l'économie, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a pas de programme à plus 4 degrés qui tienne la route. Tous les scientifiques vous disent, tout le GIEC vous dit qu'à partir de 2 degrés, on enclenche l'emballement climatique. Et donc le réchauffement du permafrost pour aller vite. Donc c'est clair et net qu'il n'y a plus d'économies, il n'y a plus de petites économies, il n'y a plus de je vais faire des économies en faisant comme ci ou comme ça. Tout ça, c'est balayé par la réalité qui s'imposera à nous tous. Donc en fait, le fait de renouer avec le vivant, d'abord, ça permet plein de choses absolument merveilleuses, magnifiques, mais si on n'en était pas convaincu, parce qu'on ne serait pas dans la contemplation et des poètes par nature, mais plutôt des industriels, je crois qu'il faut qu'on comprenne qu'en fait, si on veut avoir une seule chance de continuer à faire ce qu'on fait le mieux possible, il faut maintenant y ajouter une connexion avec la branche du vivant dont nous faisons partie, ce que nous avons un peu oublié depuis 150 ans et qu'on peut se rappeler à cet instant-ci. Et je dirais, je ne veux pas donner la leçon, je ne veux pas faire le malin, je veux juste vous dire qu'en fait, c'est plus économique de travailler de façon écologique quand on met ça dans le paradigme de calcul de chaque décision qu'on prend dans l'entreprise. Ce n'est pas une contrainte beaucoup plus forte que d'avoir à rendre des comptes à ses actionnaires toutes les 3 semaines pour savoir si on a bien fait plus 15% pour aller enrichir quelques familles ou accélérer la mondialisation de votre entreprise merveilleuse. Et vous m'expliquerez ensuite à quoi ça sert d'être mondial quand il n'y a plus d'air à respirer. Merci, Emmanuel. Emmanuel, avec cette conclusion de fin choc. Donc, on ne Nadine, s'adaptera donc pas à un monde à 4 degrés, ne l'oublions pas aussi. ce qui nous laisse quand même ce moment de temps pour les questions-réponses et merci Ouais. pour ce témoignage passionnant. Merci à vous de votre patience et de votre Allez, écoute. on lève la main, on a une première question de Benoît. Vas-y. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous faites pour vos eaux de process? Est-ce que vous les traitez et est-ce que vous arrivez à les recycler dans la fabrication? Oui, absolument. Ça a été même, merci pour cette question Benoît, ça a été la première préoccupation pratiquement juste après la question de la forêt. En fait, quand on est rentré, on s'est dit, c'est bien joli de trouver un fabricant de papier qui travaille vertueusement, mais nous, on fait quoi? Et à l'époque, pour imprimer des enveloppes, il faut de l'encre, et ces encres étaient à base de solvant, et on s'est donné l'année 99 pour trouver une nouvelle formule à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds, que nous avons trouvé, qui a posé plein de problèmes en production que je vous épargne, mais qu'on a résolu. Et finalement, on a pu basculer complètement sur ces encres sans solvant, sans produits toxiques. Il faut savoir que avant cette nouvelle formule, les encres de Pocheco nécessitaient d'utiliser pour nettoyer les machines de l'acétone, de l'essence F, donc des solvants super dangereux. Donc la santé humaine était menacée par l'utilisation de ces produits-là et la santé du milieu naturel, par voie de conséquence, était concernée. En changeant les encres, on a récupéré un produit qui nous a permis en fait de changer aussi les techniques de nettoyage de nos machines. Et donc, on est passé sur du nettoyage à l'eau de pluie et au savon de Marseille. Et en fait, l'eau de pluie, on l'a récupérée parce que comme on venait de lancer les premiers travaux de rénovation de la toiture et qu'elle était végétalisée, ça permet de tamponner les eaux de pluie. Donc, on a en même temps enterré des cuves. Dans ces cuves, on stocke de l'eau de pluie. Et c'est cette eau de pluie qui nous a permis, en fait, grâce aux nouvelles formules de nos encres, de nettoyer les machines et l'usine uniquement à l'eau de pluie. On est devenu autosuffisant en ressources hydriques industrielles. Nous n'utilisons pas aujourd'hui et depuis près de 30 ans, nous n'utilisons plus d'eau du réseau pour le process industriel, plus du tout. On utilise de l'eau du réseau strictement pour les douches, le lavage des mains et la boisson. Tout le reste, arrosage du jardin quand c'est nécessaire, en goutte à goutte la plupart du temps, et surtout nettoyage des machines, c'est uniquement avec de l'eau de pluie. Donc en gros, le cycle
on reçoit l'eau sur la toiture, on introduit l'eau sur notre corridor de biodiversité puisqu'on a désimperméabilisé les sols et qu'aujourd'hui on compte plus de 199 plantes sur le site de Pocheco. Plus de 103 espèces d'insectes ont été relevées par les naturalistes et les écologues qui font un inventaire chez nous tous les 3 mois avec la LPO et le GON. Nous avons plus de 18 mammifères, dont 8 espèces de chauves-souris protégées qui sont répertoriées ici, 64 types d'oiseaux et 4 d'amphibiens grâce aux mares qu'on a plantées un peu partout sur les 3 hectares du site. Donc en fait, on a renoué avec le vivant en regardant le cycle de l'eau comme une priorité. Puis, comme la production d'enveloppes utilise des encres qui sont non toxiques, mais qui créent quand même en fin de process une souillure non toxique, mais c'est une souillure tout de même. En fait, on a planté une bambousette de phytorémédiation à l'entrée du site, à la place d'un parking, parce qu'on n'a pas de véhicule thermique, on n'a plus que des petites voitures de service électriques qui se rechargent sur la toiture. Donc, en fait, on les place à un certain endroit du site. On a pu libérer le site du bitume et des emplacements de parking, de façon à ce qu'en fait, on ait pu planter cette bambousette phytorémédiation. On entre par la bambousette phytorémédiation quand on entre par là, quand on entre chez Pocheco. Et en fait, le système racinaire des bambous active des bactéries qui décomposent les souillures qu'on leur envoie après les avoir débourbés dans un mélangeur, donc de l'eau de pluie, du savon de Marseille, des pigments naturels à base d'eau et sans toxiques, sans solvants. Et tout ça est intégralement, on en laisse zéro au réseau, on ne renvoie pas d'eau au réseau et tout est consommé en fait par le système racinaire et les bactéries du système racinaire. Des bambous qui ont été sélectionnés pour être non gélifs jusqu'à moins 27 degrés et surtout répondre ces 3 espèces de bambous plantées dans cette bambousette et qui répondent particulièrement à la sollicitation du type d'encre que nous avons placé. Tout ça est un travail qu'on a fait avec un certain nombre de services et d'organismes de recherche. Et donc, on est complètement autosuffisant. Les eaux de ruissellement du site, il n'y a pas de ruissellement parce qu'en fait, le site est tout perméable, donc complètement végétalisé partout et très naturel. Du coup, l'eau, en fait, par le passé, on avait très souvent des inondations dans l'usine, on n'en a plus du tout depuis qu'on a libéré le sol de son imperméabilité. Génial. Merci, Emmanuel. Marianne, dernière Moi, question. j'ai une question, Emmanuel, sur la méthode en fait, que vous employez. Si on prend par exemple la problématique des encres, à quel moment vous réfléchissez entre vous? À quel moment vous faites intervenir des gens extérieurs? Est-ce que tu pourrais nous partager la méthode sur un exemple concret, juste peut-être pour nous éclairer? Oui, ben, prenons l'exemple de l'encre, hein, pour essayer de filer cet exemple-là, parce que je pourrais vous en donner. Parce qu'en fait, je pourrais vous en donner plein d'autres, parce que depuis 30 ans et encore aujourd'hui, on est toujours en fait, cette méthode qu'on a appelée l'économie, c'est pas moi qui ai inventé le nom, hein, c'est un nom qu'a créé Corinne Lepage et que je lui ai demandé l'autorisation d'utiliser, de remettre l'écologie au service de l'économie, l'économie au service de l'écologie, pardon. L'économie au service de l'écologie. Bon, donc de faire l'inverse de ce qu'on faisait. Bon, tout ce travail-là, en fait, c'est enthousiasmant, c'est-à-dire qu'en fait, comme ça rentre dans le paradigme de fonctionnement de l'entreprise et qu'on a trouvé qu'en plus, ça nous permettait de rester sur place et de lutter sur les marchés, parce qu'on est en compétition, nous, sur des marchés publics à longueur de temps. Donc, on a des confrères qui font des très belles enveloppes et qui les font avec des méthodes de production qui sont très différentes des nôtres. Donc, comme nous, on ne bougeait pas, qu'on ne délocalisait pas, il fallait qu'on assume les coûts localement. Donc, là, en l'occurrence, la méthode, c'est en m'appuyant simplement sur le savoir-faire de mes collègues. Moi, je suis le patron de Pocheco, j'ai été nommé là par un conseil d'administration, mais je ne sais rien faire. À la base, je sais strictement rien faire et je sais sûrement pas fabriquer des enveloppes. C'est même pour ça que j'ai été nommé patron, hein, comme je sais rien faire. Mes collègues, mes collègues, en fait, ont un savoir-faire et j'ai été voir un gars dont on m'avait dit, parce que moi j'ai été frappé en entrant dans l'usine au début de mon mandat, que en fait, si je portais pas un masque, à la fin de la journée, j'avais une crise de foie. Tellement l'air était saturé, l'atmosphère était saturée de solvants.
Donc, je suis allé voir un collègue en me renseignant, hein, simplement, et on m'a dit, bah, va voir Franck, il a travaillé sur une solution différente. Je vais voir Franck et je lui dis, il paraît que vous avez travaillé sur une formule d'encre différente qui nous permettrait de sortir des solvants et de la toxicité pour la santé humaine et pour le milieu naturel. Il me dit, écoutez, je me suis tellement fait engueuler quand j'ai présenté la nouvelle formule que je vais sûrement pas recommencer aujourd'hui. Je lui dis, mais je sais pas, moi, je suis nouveau, donc est-ce que vous voulez quand même essayer? Alors, on a fini par s'entendre. Il m'a dit, oui, d'accord, mais je vous préviens, me dit-il, j'ai une nouvelle formule. Elle est à base d'eau, de pigments naturels, sans métaux lourds, mais elle est beaucoup, mais beaucoup, beaucoup plus chère, hein, je vous préviens. C'est même pour ça que je me suis beaucoup fait engueuler. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire, Franck, par beaucoup plus cher? Et il me dit, bah, plus cher, quoi. C'est clair, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Je dis, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. Bah, il me dit, bah, si, c'est quand même simple. Financièrement, ça va vous coûter beaucoup plus d'argent. Je dis, ah, d'accord. Mais sur le plan de la santé humaine, la nouvelle formule, elle va être plus chère ou moins chère? Et sur le plan du milieu naturel, la nouvelle formule, elle sera plus ou moins chère? Parce que finalement, on a toujours les mêmes réflexes, hein. Tout est évalué au nom de la sacro-sainte économie financière, dont il restera rien si on dépasse les 2 degrés. Et on est à 1,7 degré. Bon. Donc, voilà. Donc, les collègues, si vous voulez, je les ai pas. Moi, j'ai pas sucé les solutions de mon pouce, hein. J'ai été chercher les gens qui savent. Et en fait, dans toutes les entreprises, il y a des gens qui savent. Et quand c'est pas dans les entreprises, à côté des entreprises, il y a plein de gens qui savent. Tout ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir aborder ces sujets-là, c'est fixer les règles. Mais nous, les règles qu'on a fixées, c'est très simple, hein. C'est celle du développement soutenable, hein. Préserver la santé humaine, préserver le milieu naturel et gagner de la productivité pour rester sur le marché. Point à la ligne. Bon, bah, vous mettez ça dans tous vos calculs, c'est fastoche, c'est vite fait et ça porte ses fruits. Merci. Merci à vous. On Et va rester vraiment, sur le toute l'équipe. c'est fastoche. Oui, c'est fastoche, parce que je ne suis pas tout seul. C'est moi, encore une fois, je suis juste quelqu'un qui est capable de fédérer le talent des autres. Et en fait, simplement en les écoutant. Donc, en fait, ce qui est fastidieux, c'est qu'il faut ce qui est peut-être fastidieux dans cette affaire, c'est qu'il faut, à un moment donné, s'autoriser à se départir des dogmes dominants. Il faut accepter de prendre dans les dents que ce qu'on fait sert à rien, qu'on ne comprend rien, que c'est plus compliqué, qu'on n'est qu'un Khmer vert, qu'on se sent des bras, enfin bref, tout ce qu'on s'est pris dans les dents depuis 30 ans. Mais en réalité, c'est les gens qui trouvent les solutions. Et j'ajoute, il n'y a pas de solution innovante qui fonctionne dans la durée si elle n'apporte pas aussi un meilleur confort au travail pour les collègues. Donc, on n'a pas fait des changements qui étaient plus contraignants. Le changement est contraignant, mais le résultat, c'est qu'en fait, par exemple, sur les encres, bah, ils n'avaient plus besoin de porter de masque, plus besoin de se protéger avec des gants jusque-là, plus de risques quand ils ouvraient anciennement une bouteille d'acétone, alors qu'à l'époque, on fumait encore dans l'atelier. Il y avait donc un cendrier, une machine à café et une bouteille d'acétone à moitié ouverte. Je vous laisse imaginer le risque pour la santé. Enfin bon, c'est un monde qui n'existe plus. Mais donc en fait, je vous encourage à penser peut-être un tout petit peu en dehors des dogmes et de vous libérer un peu de tout ça pour vous rappeler qu'en fait, aucune entreprise est hors sol et qu'en se souvenant de comment on va faire cause commune avec le sol et avec le vivant, en réalité, les solutions se présentent à nous et elles sont enthousiasmantes. Là, par exemple, on va passer au zéro plastique intégral. On y arrive enfin. Je te- Tu sais on pourrait t'écouter encore bien longtemps, mais il me semble qu'on doit te libérer à midi. Et merci pour cette grande bouffée d'air, cette grande inspiration qui va nous aider à travailler là, les 20 prochaines minutes. On va partir en sous-groupe. Donc merci encore d'être venu. Et on Merci espère à vous. Merci encore, qu'on Emmanuel. garde contact. À bientôt. Quand vous passez dans le Nord, faites un détour, Voilà. venez voir, parce que Ouais. moi, je suis pas intéressant, mais les collègues et l'usine vous Le parleront son. beaucoup plus. Donc, n'hésitez pas et merci encore Oui, de. ça fait bientôt. partie de la question pour 2026. Est-ce que la suite du groupe biodiversité, c'est une learning expédition chez Ben Pocheco? voilà. Voilà. Ouais. Super Merci conclusion. encore. J'ai hâte de vous voir en vrai. Ouais, Nous aussi. À Bonne bientôt. journée. merci Et on a beaucoup. Bénédicte qui devait nous quitter aussi. Elle Au est revoir, peut-être déjà Bénédicte. partie. Salut Bénédicte, si c'est pas le cas. Merci. Au revoir Emmanuel. Est-ce que tu peux repartager ton écran, Elisabeth? Tout à fait. Et temps de partir en sous-groupe. 20 minutes. Donc sur ces 20 minutes, on va prendre
4-5 max de temps individuel pour se reposer la question de Hey, sur ma chaîne de valeur, où sont mes impacts? Souvenez-vous, donc je remets le petit tableau qui est la grille, notre grille d'analyse qu'on réutilisera également, enfin qui sera notre grille de lecture de la semaine prochaine. Est-ce que, Elisabeth, tu veux introduire de manière encore plus punchy que ça? Non, peut-être juste en complément, vu qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà été là en fait dans les Non. précédents webinaires. Oui, tout le monde était là, ouais. Peut-être Non, Carole, je peut-être pas sais pas. Carole. Mais donc, effectivement, enfin, ce que vient de dire Alix, l'idée de faire le point sur quels sont ses impacts sur la biodiversité par rapport à sa chaîne de valeur, qu'est-ce qu'on fait déjà et qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus. Et donc, peut-être pour celles et ceux qui étaient déjà là sur les sessions précédentes, l'idée, c'est vraiment de reprendre ce document que vous aviez initialement et de voir si vous pouvez pousser plus loin, soit en lien avec le sujet de la construction, mais aussi de façon plus générale, de reprendre un peu les réflexions là où vous nous avez laissées pour les pousser un cran plus loin, en le faisant peut-être de façon un peu moins scolaire que ce qu'on a fait dans les premières sessions, compte tenu du fait que vous avez déjà suivi ces épisodes. Allez, c'est parti. Je lance les salles et 3-4 minutes de temps introspectif, si besoin. J'ouvre et vous avez normalement un petit message qui apparaît, si tout va bien. À tout de suite. Donc, on a 20 minutes devant nous.
Ouais, on est tous de retour. Est-ce qu'on a perdu quelques personnes peut-être? On va conclure. Est-ce que Elisabeth, tu veux bien repartager? On a quelques petites mises en perspective, évidemment. Alors, je sais que tout le monde l'a peut-être déjà entendu, peut-être pas Laurence. C'est ta première visio biodiv, j'ai un petit doute. Vas-y, à toi, Elisabeth. Ton micro est sûrement off. À retenir, du coup, c'est quand même assez simple et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce qui est à retenir, c'est que vraiment, l'impact de la filière se joue sur le développement de nouvelles constructions sur des espaces qui ne sont pas artificialisés, sur la gestion des bâtiments en termes de consommation d'eau, d'énergie, etc., sur le temps long, et aussi sur l'extraction et la transformation des matières premières. Et ça, c'est un point vraiment central, on en parlait tout à l'heure en sous-groupe, parce que souvent, c'est des territoires qu'on ne voit pas, qui sont compliqués à accéder, c'est des liens avec les fournisseurs, mais une grosse partie de l'impact de la filière se joue sur les matériaux, sur l'extraction des matériaux, la transformation des matériaux, l'approvisionnement en matériaux. Et donc, les choix de matériaux que vous allez faire pour la construction de bâtiments, ils sont majeurs en termes d'impact sur la biodiversité, autant sinon plus que aussi les choix que vous faites sur le site. On en parlait aussi, réduire ses impacts pour la biodiversité, c'est un enjeu business pour le secteur. C'est pas seulement une question de réduire ses impacts, entre guillemets, parce qu'on est engagé sur cette question-là. Il y a des réglementations qui sont croissantes dans toute l'Europe sur l'artificialisation en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Il y a maintenant désormais une loi qui est dédiée. Les projets n'ont plus le droit d'artificialiser sans, à minima, compenser en retour, vraiment en dernier recours. Donc, on voit quand même que le sens du vent, on sait qu'on est dans une période qui est un peu compliquée, mais le sens du vent sur l'artificialisation, typiquement, il est assez clair. Et aussi, il y a des tensions pour les matières premières qui ont des impacts très forts en termes de coûts d'approvisionnement. Le prix du bois, le prix vraiment du sable, la raréfaction d'un ensemble de matières premières ont des enjeux en termes de coûts. Et donc, si vous avez une forme de business case à faire auprès de vos comités de direction, prenez une matière première dont vous dépendez fortement, l'acier, par exemple, on parlait de l'acier dans le petit groupe, et allez voir très concrètement quelles sont les tendances aussi en termes d'approvisionnement et en termes de coûts parce que très souvent, ça permet aussi de convaincre avec un rationnel économique vos comités de direction ou peut-être des profils qui seront moins convaincus parce qu'on est dans une situation économique qui est justement un peu compliquée. Sur les ressources, il y a un ensemble de labels et certifications qui existent. Je vous mets quelques exemples de diversité, nature, etc. Éco-jardin, éco-serre, c'est un peu plus pour les espaces verts en tant que tels. Il y a peu de ressources qui couvrent l'amont, les matériaux, je l'ai cité. Par contre, il y a pas mal de documentation technique, des guides techniques sur l'approvisionnement responsable et aussi des dynamiques collectives et d'accompagnement un peu plus larges. Il y a le Biodiversity Impulsion Group du l'Observatoire de l'immobilier durable qui fait un beau travail sur ces questions-là. Donc là encore, je vous ai mis quelques ressources sur ces sujets et puis aussi des thématiques. Si vous avez justement des matières premières qui sont particulièrement d'intérêt pour vous, vous pouvez aller creuser par exemple ce que fait Rossi Béton, spécifiquement sur la question du béton. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez des ressources par rapport à des matières premières qui vous sont spécifiques. Il y a quand même pas mal d'initiatives qui existent et souvent c'est du collectif parce que tout seul c'est compliqué. Je vous remets encore les mêmes ressources que génériques pour les autres webinaires. La plateforme entreprise de biodiversité, le travail de l'arbre, Agence nationale de la biodiversité et de l'environnement de la région Sud. On a Sabine qui est parmi nous aujourd'hui, qui représente l'arbre et qui a conçu le parcours à nos côtés. Et les prochaines étapes, que là encore, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais je laisse la parole à Anne. Ouais, en me demandant est-ce qu'il est 29, il nous reste 8 minutes, on a besoin de les redire ou pas? Sinon, oui, de toute façon, en mode flash. Vas-y, Mélanie. Catherine, Laurence, Benoît était là. Ouais. C'est bon. C'est ça. Il ira, mais ok. Je Donc, confirme que c'est bon. on s'est déjà tout Je dit. vous épargne. On se voit la semaine prochaine en tout cas. Ok. Venez bien le 3, acceptez bien l'invitation et ça va être joyeux et vivant. Et inviter qui vous semble pertinent pour se joindre à cette journée du 3 en nous le disant évidemment pour qu'on puisse y livrer. Mais le plus vous serez d'acteurs pertinents pour justement travailler sur ces questions-là, le plus justement ce sera facile ensuite pour vous d'embarquer, de déployer ces fameuses trames de plan d'action sur lesquelles on va travailler ensemble. Super. Merci beaucoup tout le monde. Vous pouvez activer les micros et on se dit à très 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 vite alors. Semaine Merci, à prochaine. Bonne bientôt. journée, merci. Bonne journée, très Merci. bon Au revoir. week-end et Au revoir. merci Au d'être revoir. venus. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Bon, très bien. Parfait. Voulez-vous?